Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le cas du meurtre non élucidé de Xavier Baligan. Alors, restez là. Nous sommes en France. Le 19 juillet 2011, il est 2 h du matin, sur l'A31. Nous sommes sur l'aire d'autoroute de Faveros. Un patrouilleur autoroutier est en train de nettoyer. Quand tout à coup, 5 coups de feu retentissent sur l'aire d'en face. Le patrouilleur appelle le poste de contrôle qui lui demande de se rendre sur place au plus vite. Pour cela, il emprunte la voie de service et arrive à l'aire de Malvaux en moins de 5 minutes. À peine arrivé, il découvre le corps d'un homme gisant au sol, dans une mare de sang, juste devant l'entrée des toilettes pour femmes. Il appelle immédiatement la police. À 2h45, la police arrive sur place et boucle la scène de crime. Ses papiers sont retrouvés sur lui. La victime s'appelle Xavier Baligan. Il est belge. Sa voiture est retrouvée sur le parking avec 2 enfants, vivants, endormis à l'intérieur. La police belge, informée par les Français, se rend chez l'ex-femme de Xavier, la mère de ses enfants, pour l'informer du drame. Elle appelle alors les parents de Xavier. Ils sont abasourdis. Xavier vient de passer une semaine de vacances avec eux en Ardèche. Il venait de partir, le soir même, pour rentrer chez lui à Nivelles en Belgique. Tous choqués, ils prennent la route en pleine nuit pour se rendre à la gendarmerie de Colombey-les-Belles. Xavier Baligan est né le 19 février 1982 à Nivelles, commune située dans le sud de Bruxelles, en Belgique, là où sa famille demeure depuis 3 générations. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. C'est un grand frère très protecteur et impliqué dans la vie familiale. Beau garçon, il plaît énormément aux femmes. À 19 ans, il rencontre Michaela à l'école et c'est le coup de foudre. Ils emménagent ensemble et se marient rapidement. 2 petits garçons naîtront de cette union, Dylan et Jordan. Malheureusement, au fil des années, après 5 ou 6 ans de vie commune, leur relation se dégrade et ils finissent par divorcer en 2008, mais restent néanmoins en très bons termes. Michaela se remet assez rapidement avec un homme, Xavier à la garde de ses enfants la semaine et elle les week-ends. Les premières investigations commencent sur la scène de crime. On débute bien sûr là où se trouve le corps de Xavier, c'est-à-dire devant les toilettes. Son corps repose sur le dos, les pieds en direction de la zone boisée. Les 5 douilles correspondant aux 5 coups de feu entendus par le patrouilleur sont retrouvées. Je rappelle la configuration des lieux. Ces aires d'autoroute sont entourées de bois. On est vraiment au milieu de rien. Ils inspectent ensuite le parking des routiers et constatent que le grillage anti-gibier a été récemment sectionné. À côté de ce trou dans le grillage, ils trouvent une trace de pas, elle aussi récente, mais malheureusement incomplète. Et encore à côté, un mégot de cigarette quasiment intact, donc lui aussi probablement très récent. Rien en revanche n'est retrouvé sur le parking des voitures. « 24 », c'est le nombre de chauffeurs routiers qui étaient présents cette nuit-là sur l'aire d'autoroute de Malvaux. 7, c'est le nombre de nationalités différentes de routiers. Français, allemands, russes, polonais, roumains, espagnol et italien. 5, c'est le nombre de traducteurs qui sont dépêchés rapidement afin de procéder aux auditions des chauffeurs. 4 est le nombre de routiers seulement qui ont entendu les détonations. Pour finir, on tombe à 0. Personne n'a vu quelque chose, personne n'est sorti de son camion. Quant aux enfants de Xavier, aucun des deux n'entendra les détonations. L'un d'eux, uniquement, entendra crier.
L'autopsie est pratiquée le 25 juillet à l'Institut médico-légal de Strasbourg. On cherche des projectiles dans le corps de Xavier. On lui fait donc passer un scanner et on procède à des radiographies. Une balle est retrouvée logée dans son omoplate droite. Cette balle est entrée au niveau du nombril. Les experts réussissent à déterminer quelle a été la première balle que Xavier a reçue. Il a également une plaie au niveau du cou qui lui a fait exploser la boîte crânienne. Ce tir fut le dernier, effectué à bout portant, voire à bout touchant. Le projectile extrait du corps de Xavier est envoyé au service balistique de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Le but est de déterminer précisément le modèle de l'arme. Et ils y parviennent. C'est un fusil K31 Schmidt-Rubin. Il peut blesser ou tuer à une distance de 3 à 4 km. Mais selon les résultats de l'autopsie, ce n'est pas à cette distance que le tireur aurait tiré. Tous les indices laissent penser que le tireur se trouvait dans la zone boisée lorsqu'il a commencé à tirer, puis s'est rapproché de sa victime au fil des tirs. C'est la section de recherche de Nancy qui se charge des investigations et enchaîne les échecs. En plus d'avoir tous été interrogés, les chauffeurs routiers ont tous effectué des prélèvements pour tenter de retrouver des traces de résidus de poudre. Leurs remorques ont également toutes été fouillées à la recherche de l'arme du crime. Il y a une caméra de vidéosurveillance sur l'aire de Malvaux, une caméra boule, à 30 mètres de hauteur. Mais cette caméra n'enregistre pas. Elle ne diffuse qu'en direct et, tournée ce soir-là vers la circulation, les personnes chargées de la vidéosurveillance n'ont rien vu. Les enfants de Xavier ont signalé qu'ils se sont arrêtés 3 fois sur la route. La première fois à une station essence, la seconde sur une aire de repos et la troisième à Malvaux. Cela a pu être confirmé par les différents tickets retrouvés dans la voiture de Xavier. Un des enfants dira que leur père a reçu un SMS au cours du trajet. Mais le téléphone de Xavier, pourtant bien retrouvé, n'a mystérieusement jamais pu être rallumé. On perquisitionne alors le domicile de Xavier. Ses disques durs sont analysés. On investigue dans son milieu professionnel afin de vérifier s'il n'avait pas de problème, pas d'ennemis. Les enquêteurs se concentrent alors sur une certitude. Xavier a lui-même décidé de décaler la date de départ de son séjour de 24 heures pour fêter l'anniversaire de sa maman. Les enquêteurs ont donc la certitude que très peu de personnes étaient au courant de ce changement de planning. Il y a bien sûr ses parents, mais aussi son ex-femme et par conséquent son compagnon, puisqu'à son retour, Xavier doit rendre ses enfants à leur mère. On s'intéresse alors à José, le compagnon de Michaela, l'ex-femme de Xavier. José a été entendu le lendemain du drame et son téléphone a été examiné. Chose étrange, il n'avait plus aucun historique d'appel ni de SMS dans son téléphone. Il a cependant indiqué aux policiers que c'était son mode de fonctionnement, qu'il n'avait pas pour habitude d'archiver toutes ces données et qu'au contraire, il supprimait chaque appel et SMS systématiquement. De plus, c'est José qui a ouvert la porte à la police la nuit du drame à Nivelles. Ça ne peut donc pas être lui le tireur. Mais s'il était le commanditaire du crime, c'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs. D'autant plus qu'en se penchant sur la vie du couple, ils apprennent également que Michaela était sur le point de quitter José pour se remettre avec Xavier. Le 14 février 2012, Michaela et José sont entendus séparément au parquet de Nancy. Absolument rien ne vient étayer la thèse des enquêteurs, on les laisse tranquilles. Le 5 septembre 2012, dans le parc naturel régional du Massif des Bauges, en Haute-Savoie, 3 membres d'une même famille de touristes anglais sont retrouvés morts. Il s'agit de la famille Alili, le père, la mère, la grand-mère. Ils ont tous été tués par balle. Un cycliste habitant de la région est retrouvé mort également à côté de la scène de crime. Les 2 enfants sont miraculeusement sains et saufs. Ce sont 2 fillettes, l'aînée de 7 ans a été violemment frappée à la tête et touchée par balle à l'épaule. La cadette de 4 ans sera retrouvée dans la voiture, cachée sous les jupes de sa mère. Même si ces 2 affaires n'ont a priori aucun lien entre elles, il y a quand même des similitudes. D'abord, ce sont toutes les 2 des exécutions. Ensuite, dans les 2 affaires, des enfants étaient présents dans la voiture et sont encore en vie. Ensuite, dans les 2 cas, il est question de touristes étrangers. Et pour finir, dans les 2 cas, ce sont des armes suisses qui ont été utilisées. De nombreuses similitudes, ok, mais pas de lien probant. Malheureusement, la tuerie de Chevaline a été la dernière piste explorée dans l'enquête du meurtre de Xavier. Les dossiers de ces 2 affaires sont actuellement réétudiés par le pôle Cold Case de Nanterre. Nous voilà 13 ans plus tard, toujours sans aucune réponse à ce crime. Pas de mobile, pas de suspect, le mystère reste entier. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous sortir de l'auberge? Le téléphone de Xavier. Est-ce que maintenant, en 2024, on pourrait retenter de le rallumer et de l'analyser? Le mégot de cigarette retrouvé près du grillage. Contient-il un ADN?
ou un témoignage providentiel. L'un de ces routiers a peut-être vu quelque chose, et par peur de représailles du tireur ou même de son employeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont restés bloqués là de nombreuses heures du coup, sans pouvoir travailler, pourrait-on de nouveau entendre ces gens-là? On est quand même quasi certain que Xavier n'a pas été tué pour un motif crapuleux, puisque sa sacoche a été retrouvée sur lui avec tous ses papiers, tout son argent. Rien ne lui a été volé. Pourtant, dans cette affaire, c'est bien le mobile du crime qui pourrait nous aider à trouver le meurtrier. J'ai pensé que c'était tout de suite, c'était le hasard, c'était pas lui qui devait se trouver là à ce moment-là. Il n'a pas eu de chance en fait. Et si Xavier avait été pris pour quelqu'un d'autre? Cela peut paraître fou, mais pourtant. Imaginons qu'un tireur était bien dans le bois ce soir-là pour exécuter quelqu'un. Un homme qui avait la même description physique que Xavier et qui devait se trouver sur cette aire. Pourquoi pas un des routiers? Il y avait 24 chauffeurs routiers, peut-être qu'il y en avait un qui ressemblait physiquement à Xavier. Peut-être aussi qu'il a compris que ça aurait dû être lui ce soir-là et que par peur il n'a rien dit. Ou alors une personne qui avait un rendez-vous sur cette aire et qui était en retard. Pour rappel, il s'est passé environ 35 minutes entre le meurtre de Xavier et l'arrivée de la police qui a bouclé l'air. Donc même si l'accès lui aurait été refusé, lorsqu'il a vu les gyrophares, le gars aurait tout simplement tracé son chemin. Dernière possibilité, Saad Alili. Même si tous deux ne se ressemblent pas vraiment physiquement, il aurait été intéressant de savoir quel a été l'emploi du temps de Saad l'année précédant son meurtre. Ceci dit, j'ose espérer que ça a déjà dû être fait, et que le fait qu'on soit pas au courant prouve que je suis totalement à côté de la plaque. On a remarqué des trafics qui étaient un peu louches, des véhicules qu'on ne connaissait pas, qui se prenaient, qui passaient dans les bois. Donc on s'est toujours un peu douté qu'il y avait quelque chose de louche, quoi. Et si Xavier, en descendant de sa voiture, s'était dirigé sans s'en rendre compte vers des individus en plein trafic, en plein chargement de drogue par exemple? Cela paraît fou aussi, mais pas si dingue. Le péage situé juste après l'aire de Malvaux, à 15 minutes en voiture, est le passage obligatoire si tu veux continuer sur l'autoroute. Et il possède une gendarmerie. Elle est située juste au péage. C'est un péage qui a la réputation par conséquent d'être très contrôlé. Donc forcément, les trafiquants ont tout intérêt à esquiver ce péage. Cette théorie expliquerait aussi le trou du grillage. On peut voir que derrière cette zone, il y a un chemin communal qui reprend la départementale 12. On décharge la drogue, ça passe par le grillage, un autre mec la récupère pour passer la départementale. Peut-être qu'ils font même pareil à l'inverse, plus loin ainsi, pour reprendre l'autoroute selon leur destination finale. Xavier passe par là par hasard, les mecs prennent peur, et quelqu'un tire. Dans les statistiques, je crois qu'il y a beaucoup plus d'agressions sur les aires d'autoroute que sur les aires de station-service, des services d'autoroute. C'est un endroit isolé, un endroit où il n'y a pas de défense possible, un endroit où il n'y a pas d'appel au secours possible. Donc inévitablement, chez des personnes mal intentionnées, ça va être des espaces de passage à l'acte extrêmement faciles. Ces zones d'aire d'autoroute sont des zones à risque, sans inquiéter trop de personnes, et d'autant plus à risque la nuit, quand les repères sont totalement mis à mal par l'obscurité. On est parti du principe qu'il n'y avait que ses propres parents ainsi que son ex-femme et José qui étaient au courant du jour de départ de Xavier. Mais étant donné qu'on n'a jamais pu vérifier les données de son portable, on n'en sait rien. Il a décalé sa date de départ, certes, mais il a pu également décaler un rendez-vous. Alors, on est bien d'accord que s'il avait rendez-vous avec quelqu'un sur une aire d'autoroute à 2h du matin, c'était pas vraiment pour une raison officielle, si vous voyez ce que je veux dire. Et de mon point de vue, il n'y aurait que deux possibilités. La première, ce serait que quelqu'un, soit José, soit quelqu'un qui lui en voulait à mort, aurait demandé à Xavier un service de récupérer quelque chose pour lui sur l'aire de Malvaux.
Reste bien sûr à déterminer qui est cette personne et qu'est-ce qu'il avait à récupérer, mais étant donné qu'on n'a jamais pu aller vérifier dans le téléphone de Xavier quel contact il avait eu avant de partir, quel était ce fameux SMS, on peut tout à fait penser que c'est probable qu'il ait rien dit à personne, qu'il devait faire une course pour quelqu'un et qu'en fait il est tombé dans un vrai guet-apens. La deuxième raison possible, c'est une liaison. Et si Xavier avait une liaison avec une femme, peut-être rencontrée sur internet qui aurait habité en France. Dans ce cas, on peut même imaginer qu'il se serait déjà arrêté à l'aller sur l'aire de Favros et que le mari de cette personne aurait grillé l'infidélité, interpellé les textos et donné lui-même rendez-vous à Xavier sur le trajet retour. Alors, ok, il allait se remettre avec son ex, mais elle était bel et bien avec quelqu'un elle aussi. Puis Xavier était beau garçon et il avait 30 ans. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Je vous remercie d'avance pour votre vote et vous dis à bientôt pour un nouveau Cold Case.